Alors nous recevons aujourd'hui pour Psychologie Nouvelle Génération Sophie Lequillec-Aubin. Bienvenue Sophie. Bonsoir David, merci beaucoup de m'accueillir. Alors Sophie, vous êtes praticienne EMDR Europe et superviseuse et vous faites aussi partie du membre de comité de l'AFTD, l'association francophone du trauma et de la dissociation. C'est ça. Voilà. Et Sophie, ce soir, on vous accueille pour que vous puissiez nous parler de 4 lettres qui, à mon sens, ont révolutionné la thérapie du trauma, le MDR. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres de l'EMDR, qui signifie déjà l'acronyme en anglais, je crois? Oui, de EYES, Movement Desensitization and Reprocessing. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça, en français? Alors, en français, si on le traduit littéralement, c'est la désensibilisation et de la reprogrammation par des mouvements oculaires. Très bien. Donc, ça passe par un mouvement, et ce sont des mouvements oculaires. Voilà, au départ, ça a été découvert par les mouvements oculaires. Ok. On verra que c'est un petit peu plus large aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous pouvez justement nous dire comment est apparue, je crois, fortuitement, cette thérapie inventée par... Alors, elle a été inventée par une grande dame pour moi qui s'appelle Francine Shapiro et qui a des qualités indéniables pour faire des grandes découvertes. Elle est très curieuse, elle est très rigoureuse scientifiquement et en plus, cerise sur le gâteau, c'est une grande humaniste. Donc, elle avait un doctorat de littérature anglaise. Américaine. Oui, américaine, exactement. Et puis, elle a un cancer. Alors, ça développe forcément du stress. Elle se pose beaucoup de questions sur comment le stress agit sur le cancer, comment baisser le stress, etc. Et puis, un jour qu'elle se promène, alors la légende dit à Central Park, mais bon, et qu'il y a des écureuils dans les arbres, ça, on n'est plus trop sûr. Elle se promène en tout cas dans ce parc, et puis elle est assez obnubilée par ce stress du cancer, et ses yeux regardent de gauche à droite le paysage ou les écureuils, selon les sources. Et elle constate au bout de quelques temps qu'elle ne se sent plus stressée. Donc elle est étonnée parce qu'a priori le stress dû à un cancer, c'est quand même rarement, ça passe quand même rarement avec 3 écureuils qui courent sur des branches. Et donc elle se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et elle réalise qu'elle a fait ses mouvements oculaires. Donc elle réessaye et puis un nouveau stress passe. Et puis elle réessaye, un nouveau stress passe. Donc comme elle est rigoureuse, elle commence à l'expérimenter sur des amis. Et elle pose la question aux amis, pensez à un sujet qui vous stresse, hop, mouvement oculaire, paf, le stress passe. Alors ça commence à devenir une découverte intéressante. Et puis comme elle est vraiment rigoureuse, elle décide donc de passer son doctorat en psychologie clinique et de devenir chercheuse. Et elle se pose vraiment la question de comment établir des vraies recherches scientifiques, rigoureuses. Elle commence par un vétéran du Vietnam qui souffrait d'un TSPT, d'un trouble de stress post-traumatique, et le TSPT passe. Alors là, ça commence à devenir sérieux, et puis elle fait d'autres recherches plus élaborées, plus globales, avec vraiment des groupes randomisés, etc. Et il s'avère que cette découverte, effectivement, est une vraie découverte. Les mouvements oculaires font baisser le stress. C'est somme toute une thérapie très nouvelle, qui date d'il y a quelques années. Alors, la découverte fortuite, pour reprendre vos termes, c'est en 1987. Donc ça fait un peu plus d'une trentaine d'années. Et c'est David Savran-Schreiber qui va notamment l'amener en France jusqu'à chez nous. Voilà, avec toute une série avec toute une équipe de gens qui sont passionnés et passionnants et qui développent les choses. Et puis au fil du temps, Francine Shapiro va comprendre que ce ne sont pas des mouvements oculaires seulement, mais plus des stimulations bilatérales alternées. Et maintenant, on peut effectivement faire, par exemple, des petits sons dans les oreilles, comme ça, de façon alternée, ou du tapping, droite-gauche sur les épaules, sur les genoux, ou des mouvements oculaires droite-gauche. Donc, on appelle ça des stimulations bilatérales alternées. Ça a gardé son nom de MDR parce que ça y est, c'était déjà connu sous cet acronyme. Voilà, et donc
on a gardé ça comme ça. Et alors c'est une thérapie qui aujourd'hui reste, je crois, très étudiée, avec beaucoup de recherches. On en est où au niveau de la recherche aujourd'hui? Comment on explique au niveau du cerveau, par exemple, cette question de mouvement et de stimulation bilatérale alternée? Alors, on n'explique pas tout, déjà, hein, restons humbles, on n'a pas encore tout compris de ce qui se passe dans un cerveau. Pour le dire très schématiquement, si vous voulez, quand on se coupe le doigt, on a automatiquement des petites cellules qui se mettent en marche pour se mettre à cicatriser. Et il semblerait qu'on ait le même type de capacité de cicatrisation au niveau du cerveau pour tout ce qui est mauvais moment ou moment à passer. Le problème, si vous voulez, c'est que la coupure, si elle est trop profonde, bah, ça ne cicatrise plus. De la même façon, quand l'événement est trop compliqué à digérer, bah, ça ne cicatrise plus et ça bug. En tout cas, au niveau de la cicatrisation, pour garder ce terme cérébral, enfin, c'est un peu compliqué comme terme, mais voilà, il semblerait que ça se passe pendant les rêves. Et si on observe quelqu'un qui est en train de rêver, on peut voir sous ses paupières ses yeux qui bougent d'ailleurs très lentement. C'est des mouvements qui retraitent comme ça. Alors voilà, les paupières qui font comme ça, et puis on voit les globes qui font un peu comme ça. C'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà, donc ce qu'on a compris, c'est que effectivement, avec le temps et pendant la nuit et pendant les rêves, il semblerait qu'on digère les choses, ce qui fait que vous pouvez, je ne sais pas moi, avoir une belle engueulade avec votre boulangère, hein, qui vous a vendu du pain pas très bon, et puis ça vous met là, ça vous énerve toute la matinée, le soir encore, puis le lendemain, c'est fini, je ne vais plus acheter du pain chez elle, elle m'énerve. Puis en fait, au bout de 2-3 jours, voilà, c'est terminé et vous n'êtes pas raisonné. C'est digéré, exactement. Et quand on fait des séances de MDR, on voit bien que les gens font beaucoup de rêves après une séance de MDR, comme si le processus était remis en marche. Donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est ce qui se fait naturellement pendant, par exemple, le sommeil, ce retraitement qui permet justement d'abaisser le taux de stress qu'on a vécu pour un événement. En EMDR, on va reproduire avec ces mouvements, on va reproduire ces mouvements oculaires qui vont permettre de retraiter l'information. Exactement. Et donc c'est un processus qui est totalement écologique, en fait, puisque on ne fait que relancer un processus déjà existant en interne. Et d'ailleurs, après la séance, on voit bien que la personne fait plein de rêves et continue à digérer, un peu comme quand on coupe les moteurs d'un bateau, il continue à naviguer encore quelques centaines de mètres. Ben là, c'est pareil, la personne continue à digérer les choses pendant quelques nuits. Alors justement, quand utiliser la thérapie EMDR ? Alors, la thérapie EMDR, elle peut s'utiliser vraiment dans pas mal de circonstances. Les gens viennent nous voir avec des symptômes d'anxiété, avec des symptômes de dépression. Parfois, quand ils ont un deuil qu'ils n'arrivent pas à faire, et on parle donc de deuil bloqué et de personnes où ils ont encore du chagrin 2 ans, 3 ans, 4 ans après, incapacité d'en parler alors que c'était quand même il y a un bout de temps. On peut recevoir des gens qui ont des problèmes, qu'est-ce que je pourrais dire, somatiques aussi. Tout à fait, ouais. Des problèmes du corps, des problèmes gynécologiques notamment. Tout ce que le corps peut générer comme symptômes. J'ai l'impression d'oublier quelque chose d'important. Mais oui, certainement aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette thérapie, finalement, c'est sur l'estime de soi, par exemple, ça pourrait être. Exactement. Une personne qui va souffrir de ce qu'on appelle de traumas plus complexes, va avoir, par exemple, subi toutes sortes d'humiliations, de critiques incessantes dans l'enfance, soit du harcèlement, soit des parents trop exigeants, etc. Et va avoir une estime de soi qui aura vraiment baissé.
et qui sera vraiment abîmé. Et là, on peut tout à fait travailler sur ces petits traumas chroniques subis dans l'enfance, comme on travaillerait sur un grand trauma type accident de voiture ou agression sexuelle. Très bien. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance EMDR? Alors, une séance de MDR. On va connecter la personne à l'épisode traumatique qu'on a décidé ensemble, d'un commun accord, de travailler ce jour-là. Pour connecter la personne à cet épisode traumatique, on va lui poser la question de l'image la plus importante, la plus perturbante pour lui au sein de cet épisode traumatique. Donc il va nous raconter cette image et puis on va lui demander quelle est la phrase que ça dit de lui de négatif. Puisque souvent les gens, quand ils vivent une agression, ils vont retenir une phrase type je suis en danger, ou alors je suis très fragile, ou alors je ne contrôle rien, je suis foutu, je suis une proie. Des choses comme ça qui vont se mettre au fond du cerveau et qui vont ensuite se rejouer à plein d'endroits de la vie. La personne va penser ça d'elle alors que ça n'est plus d'actualité. Donc on va faire penser à cette phrase connectée à cette image. C'est-à-dire vous connectez l'image, la Voilà. cognition négative, la croyance négative. Exactement, la croyance négative qui résulte de cet épisode. On va éventuellement poser la question de quelle meilleure phrase positive il préférerait penser. Ça, c'est presque une parenthèse. Et puis ensuite, on va poser la question à la personne, quand elle regarde cette image et qu'elle pense à cette phrase négative, qu'est-ce que ça lui amène comme émotion? Sur une de 0 à 10, à combien il se sent perturbé et où est-ce que ça se passe dans le corps. C'est vraiment important parce que le MDR, c'est une thérapie corporelle. On part du corps, vraiment le corps est extrêmement important. Il y a la cognition, il y a l'image et il y a le corps. Qui renvoie la sensation, qui renvoie de la sensation. La sensation physique de stress qui va être générée par l'image et la cognition négative. À partir du moment où la personne est bien connectée à ce souvenir, on va commencer les mouvements oculaires. Et puis, on va faire quelques allers-retours, une vingtaine à peu près, selon les circonstances. Et puis, on va demander à la personne qu'est-ce qui s'est passé pour elle pendant ces 20 allers-retours. Et très souvent, c'est très étrange, c'est une espèce d'accélérateur de particules qui ouvre les canaux associatifs et on va revoir la scène de façon extrêmement prégnante, comme si c'était là tout de suite maintenant que ça venait de se produire, avec vraiment les détails du papier peint, de la voix de la personne, peut-être de l'odeur de l'agresseur, enfin des choses qui sont qui étaient enfouies. Et en même temps, ça va désensibiliser ces détails très rapidement. Et au fil du temps de la séance, la personne va voir cette scène comme s'éloigner, devenir plus floue, plus ancienne, moins grave, avec un angle de vue plus global aussi, et sortir de cette vision en tunnel typique du traumatisme. Et à la fin de la séance, la personne aura soit plus du tout de stress en repensant à cette situation, soit beaucoup moins de stress. C'est là où on se rend compte qu'il y a eu un traitement adaptatif de l'information, c'est-à-dire que quelque chose s'est retraité et permet une meilleure intégration du trauma. Exactement. Et donc, la personne va avoir ce souvenir qui va devenir un souvenir assez synthétique, où elle est capable de le raconter, elle est claire avec le fait que ça lui est arrivé, et en même temps, c'est du passé. C'est terminé. Et donc, il n'y a plus de stress. Et on retrouve vraiment la définition de l'intégration de Pierre Janet, qui est vraiment la capacité de synthétiser un événement, la capacité d'être convaincu au fond de son corps que c'est bien à moi que c'est arrivé, et la sensation que c'est terminé. Donc, c'est une thérapie très très intégrative. Oui. Qui allie le corps, qui allie la pensée, mais aussi la sensation. C'est une thérapie holistique. Vraiment. Mais est-ce que finalement la thérapie EMDR peut se résumer qu'à seulement une phase de désensibilisation et de retraitement du souvenir traumatique? Alors non, on a d'abord le fameux reprocessing, le R de EMDR. Et effectivement, à la fin de la séance, quand le stress n'existe plus et qu'on a pu voir les choses dans leur globalité, étrangement, la cognition positive
qu'on avait commencé à envisager au début de la séance, qu'on avait proposé, on a cherché, que la personne aimerait penser d'elle, même en repensant à ce souvenir, cette cognition positive ou une autre pas très loin émerge. Et la personne peut dire aujourd'hui je me sens en sécurité et le ressent vraiment dans son corps. Et on installe cette cognition positive. Ce qui fait que la personne va se souvenir de ce souvenir, de cet épisode, et va avoir en même temps cette phrase positive calée dessus. Donc c'est le fameux reprocessing. Et puis la thérapie EMDR, ça va être vraiment le retraitement des épisodes du passé, mais on va aussi dans un deuxième temps retraiter tout ce qui est déclencheur, qui déclenchait la personne, tous ces endroits, ces moments qui ressemblent à l'épisode et qui font que la personne se sent mal. Par exemple, j'ai été agressée par un homme blond aux yeux bleus. Quand je croise un homme blond aux yeux bleus, je ne me sens pas très à l'aise. On peut dire que les hommes blonds aux yeux bleus sont un déclencheur pour moi. Donc, Toujours dans le présent. Dans le présent, en 2024. Donc on va retraiter aussi en EMDR l'image de l'homme blond aux yeux bleus. Pour que je puisse rencontrer des hommes blonds aux yeux bleus, c'est quand même un certain pourcentage de la population, c'est dommage de se priver, hein, et sans être stressé. Donc c'est pour ça que c'est en plusieurs temps. Le présent, le passé. Alors, on commence par le passé, en général, hein, on continue par le présent, et éventuellement, parfois, on a même besoin, et c'est vraiment la cerise sur le gâteau, de travailler sur les scénarios du futur. C'est quoi un scénario du futur ? Alors, un scénario du futur, c'est justement, imaginez que demain, vous croisez un homme blond aux yeux bleus, alors que la nuit est tombante, et que la pluie crachine, exactement comme le pire de vos déclencheurs, puisque ça ressemble beaucoup au jour où vous êtes fait agresser. Donc imaginez que, et puis on désensibilise et on installe une cognition du type je suis en sécurité, je peux gérer, je peux le faire. Voilà, donc c'est vraiment, on va retraiter le souvenir traumatique du passé, les déclencheurs du présent et les scénarios futurs liés aux déclencheurs du présent. Imaginez que ça vous arrive. Alors j'imagine qu'un patient qui vient pour faire une thérapie EMDR, vous n'allez pas le retraiter, vous n'allez pas faire du retraitement directement comme ça dès la première séance. Ah non, surtout pas. Comment ça se passe ? Ouais. Alors, comment ça se passe ? La personne nous arrive avec des symptômes, hein, puisque c'est quand même rare que des gens arrivent en disant « Bonjour, j'ai vu de la lumière, j'ai un peu d'argent à perdre et du temps aussi, et vous m'avez l'air très sympathique. » Donc, en gros, ils arrivent avec un mal-être, un symptôme, des symptômes. On passe quelques séances à comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme symptômes et où est-ce qu'ils ont appris à développer ces symptômes, qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'ils aient ces symptômes-là. Donc on est d'abord dans une période où on présente le MDR, notre façon de travailler, et où on est vraiment comme un détective. Hein, moi je dis toujours qu'il faut se positionner comme Sherlock Holmes, avec notre loupe, et on cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne pour qu'elle ait ce type de symptômes. Ça prend quelques séances où on pose beaucoup de questions. Et puis quand on a compris à peu près, on fait des hypothèses sur les causes des effets, hein, on explique à la personne, voilà ce que j'en pense. Hein, à mon avis, ce symptôme, il vient de ce type de trauma, etc. Ça ressemble à ça. Et puis, à partir de là, on va installer toute une série de ressources, puisque le MDR, c'est quand même un accélérateur de particules, donc on passe quand même dans des petites zones sismiques à certains moments, donc il faut quand même que la personne soit solide, bien arrimée, on va dire. Donc le lien thérapeutique est important, mais aussi certaines ressources qui vont lui permettre de se stabiliser, notamment entre les séances.
dans la phase que je disais tout à l'heure, où la personne se met à rêver, à continuer à digérer l'événement, et parfois c'est pas toujours agréable. C'est-à-dire vous donnez des exercices à faire entre les séances de stabilisation, par exemple? Des exercices de stabilisation, une installation notamment ce qu'on appelle un lieu sûr, qui est un lieu où la personne peut se sentir très calme, en sécurité. Ça nous vient de l'hypnose, hein, puisque le MDR est vraiment intégratif comme thérapie, donc on peut prendre des outils aux collègues d'autres thérapies quand ils sont appropriés. Donc l'installation d'un lieu sûr, éventuellement un contenant où la personne peut imaginer mettre tous ses souvenirs traumatiques avant d'aller se coucher, ça lui fait du bien, ça la soulage, etc. Voilà, donc toutes ces installations de ressources vont renforcer, solidifier la personne, la mettre en confiance, nous permettre de sentir si elle est en capacité d'aller travailler en EMDR, parce qu'on va vite voir s'il y a des fragilités trop grandes et s'il faut prendre d'autres temps de stabilisation. Et à partir du moment où c'est OK, on va commencer les séances de MDR. Donc il y a une vraie phase préparatoire, Oui. hein, bien avant le retraitement du souvenir traumatique ou des souvenirs traumatiques. Voilà, mais cette phase préparatoire ne dure pas nécessairement 6 mois. Ça peut être 4 ou 5 séances. Ça peut être 1 an pour des personnes très 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 abîmées, très fragiles, qui ont vécu l'enfer sur Terre dans leur plus jeune enfance aussi. Justement, combien de temps ça dure une thérapie EMDR? Alors, on dit que la thérapie EMDR est miraculeuse. Oui. Donc, c'est faux. Ou la plupart du temps, c'est faux. J'ai eu 2 fois dans ma carrière 2 personnes qui sont venues avec un trauma simple et effectivement, 4 séances après, ils étaient repartis et ils allaient mieux. C'est quoi un trauma simple? Un accident, une dame qui était tombée d'un escalier, mais a débaroulé totalement et elle a cru qu'elle allait mourir. Mais par ailleurs, c'était une dame qui était très solide, mariée, des enfants, une belle enfance. Et donc mais très elle n'arrive stable. extrêmement stable, mais elle n'arrivait plus à descendre les escaliers, elle ne pouvait plus prendre le métro, donc c'était quand même un problème. Dans ces cas-là, la thérapie EMDR est extrêmement efficace Et rapide. et rapide. Parce que dans d'autres cas, elle est très efficace aussi, mais c'est plus lent. Bien évidemment que si vous avez une personne qui a vécu des agressions sexuelles à répétition, de l'inceste, du harcèlement dans son enfance, des parents hyper exigeants, hyper critiques au quotidien pendant 15 ans, ça va mettre beaucoup plus de temps à retraiter tous ces souvenirs les uns après les autres, ou au moins une grande partie, et il va falloir un vrai temps de stabilisation d'abord, puis beaucoup de temps de retraitement en EMDR. Mais ça ne veut pas dire que la personne va mettre 2 ans à aller mieux. Ça veut dire que la personne va progressivement aller un petit peu mieux, puis un petit peu mieux, puis un petit peu mieux, et tout ceci pendant, je ne sais pas, 2 ans. On peut penser sans problème à une thérapie de 2 ans pour des traumas qu'on appelle des traumas très complexes. C'est quoi un trauma complexe? Un trauma complexe, c'est un trauma où la personne a subi des épisodes traumatisants à répétition, de façon chronique, et a fortiori quand c'est dans la petite enfance. Voilà. Un trauma simple, c'est un événement unique. Un trauma complexe, il y a eu plusieurs événements. Et puis après, on peut aller sur des personnes qui sont extrêmement traumatisées, avec des troubles dissociatifs de plus en plus sévères. Là, on est sur des personnes qui ont vécu vraiment des choses gravissimes avant 5 ans. Là, c'est encore autre chose. Mais déjà, les traumas complexes, on peut partir sur 1 an, 2 ans, 3 ans de thérapie. Mais c'est génial, les résultats sont géniaux. La personne va vraiment mieux après, donc ça vaut le coup. Et donc c'est une thérapie pour adultes, mais aussi qui peut soigner, guérir, traiter les enfants, les adolescents. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les enfants, même les petits, les protocoles de retraitement sont adaptés aux tout petits. Les phrases, on ne demande pas des phrases élaborées de cognition négative. Souvent, on ne fait pas de mouvement oculaire, mais plus du tapping. Enfin, on peut mettre un nounours pour suivre des yeux comme ça. Enfin, il y a une série d'adaptations pour les petits, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de vous, comment ça se passe dans votre cabinet avec cette thérapie, de qu'est-ce que vous percevez en tant que praticienne que vous n'avez pas perçu avant justement sans cette thérapie? Qu'est-ce que ça a mené dans votre pratique à vous, Sophie, cette thérapie EMDR? Le fait d'être Oui. formée à l'EMDR, Oui. ça a amené un sentiment comment dire? Alors voilà, je vais vous donner un exemple de ma première patiente avec qui j'ai fait de l'EMDR. On avait fait 4 ans de thérapie verbale, gestaltiste, et je pense le plus grand bien de la gestalt, qui je pense est vraiment une thérapie qui permet d'établir un lien thérapeutique extrêmement important, et vraiment ça m'est très cher aussi. Et puis cette dame, au bout de 4 ans, elle avait résolu pas mal de choses, elle allait mieux, elle avait géré ses problèmes de couple, elle était bien avec son petit, au travail, elle avait plus de problèmes pour mettre les limites, enfin voilà. Et puis je me forme à l'EMDR à ce moment-là, et je lui dis, écoutez, je viens d'être formée à ce nouvel outil, j'ai besoin de gens qui me connaissent bien et qui ont confiance en moi pour essayer. Est-ce que vous seriez OK pour qu'on fasse quelques séances sur notamment les souvenirs avec votre mère? Elle avait une maman bipolaire, donc qui parfois était extrêmement violente, comme ça d'un coup d'un seul. Elle me dit d'accord, OK. Donc on a fait des séances là-dessus, et elle me dit après coup, vous savez, ces séances, c'est comme si vous m'aviez enlevé une camisole que j'avais et dont je n'avais absolument pas conscience. Alors voilà, je me dis, on va vraiment dans des zones que je n'ai jamais réussi à atteindre par ailleurs, en tant que patiente aussi, et en tant que thérapeute avec d'autres thérapies. Il y a vraiment la force que cette thérapie, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que vraiment c'est une thérapie qui permet de traiter, mais dans le corps, hein, dans la sensation, tant au niveau des cognitions négatives, et d'avoir en fait cet aspect très holistique ou très intégratif. Oui, et ça permet vraiment d'aller chercher des informations qui sont stockées à des endroits du cerveau où elles ne devraient pas être stockées. Et la thérapie verbale n'a pas cette capacité, en fait. C'est-à-dire que ça permet vraiment d'aller chercher ces zones qui sont restées non traitées. Tout à fait. Et donc, il y a un avant et un après, c'est-à-dire que quand on a retraité un traumatisme, c'est pas comme parfois dans certaines thérapies on peut dire j'ai appris à gérer la situation. C'est pas que je n'ai plus peur, mais j'ai appris à gérer le stress. Là, le stress n'est plus, en fait, à tel point que parfois on a du mal à se rappeler comment c'était avant. Donc c'est vraiment une guérison, quand on y arrive, c'est vraiment une guérison totale, en fait, en profondeur. Alors comment fait-on pour trouver un bon praticien EMDR? Alors ça, c'est vraiment important comme question. Je vous remercie, David, de poser cette question, parce que le MDR est à la mode. Il y a de plus en plus de gens qui se forment, et il y a des centres de formation qui ne sont pas agréés en fait par EMDR Europe et EMDR international créé par Francine Shapiro, et qui font des formations très rapides en fait. Et en fait, c'est quand même une thérapie qui est compliquée, qui a l'air simple avec les stimulations bilatérales alternées, mais derrière, il y a vraiment une importance de bien connaître les processus de traumatisation, de dissociation, des fragilités des personnes, etc. Et donc, c'est vraiment important de choisir un praticien qui est sur l'annuaire de MDR France. En fait, il faut aller sur le site de MDR France, ou si on est dans un autre pays, de MDR Suisse, de MDR Belgique, de MDR Espagne. Chaque pays a son école EMDR, sa formation EMDR qui sont chapeautées par des associations. Voilà, il y a des centres de formation agréés dans tous les pays, pas dans tous les pays, mais en tout cas dans tous les pays d'Europe,
Et il y a une association qui chapeaute ces centres de formation, qui vérifie qu'ils sont dans les clous en fait. Et ces associations s'appellent tout bêtement EMDR France, EMDR Suisse, EMDR Belgique, EMDR Italie, etc. et sont chapeautés par EMDR Europe. Et donc vous avez des praticiens ou superviseurs EMDR Europe. Très bien. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas abordées avec vous concernant le MDR et qui seraient importantes à dire sur ce qui vous semble essentiel et important concernant cette thérapie EMDR? J'ai juste envie de revenir sur Francine Shapiro, si vous Oui. permettez, parce que je trouve que cette femme donc si curieuse et si rigoureuse à la fois, Qui est décédée aujourd'hui. Hein. qui est décédée en 2019, je crois, Oui. est quand même une femme qui était aussi profondément humaniste. Et je trouve qu'elle a vraiment coloré cette tribu EMDR et j'ai vraiment envie de rendre hommage à ce côté-là d'elle. Elle a, quand elle a fait cette découverte, pour elle, c'était vraiment l'idée qu'elle pouvait aider le monde à aller mieux et que le MDR allait pouvoir aider des gens qui en avaient besoin tout autour du monde en fait. Et donc effectivement, elle a étudié les choses, etc. Elle s'est battue pour la reconnaissance de cette thérapie, mais elle s'est aussi battue pour fonder une association humanitaire pour développer vraiment la formation EMDR tout autour du monde. Et on peut voir dans tous les pays des associations vraiment humanitaires qui vont développer ces formations EMDR. On peut citer TraumaAid. Hein. Voilà, exactement. En France, on a TraumaAid France qui a été montée par notamment Martine Hiragan-Coste, qui est quand même une des pontes de l'EMDR depuis un bout de temps maintenant. Et c'est une association à but non lucratif qui a vraiment pour but de former des praticiens EMDR partout dans le monde pour faire que le monde aille mieux. Voilà. Et je trouve que c'est une belle couleur que Francine Shapiro a donnée à cette tribu. Je vous remercie infiniment, Sophie, d'avoir accepté notre invitation et vraiment d'avoir éclairé toutes ces notions autour de l'EMDR. Merci infiniment. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup, David, de cet accueil. Merci infiniment à vous. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir.